Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, on va vous parler donc SEO et intelligence artificielle avec une petite difficulté, c'est que l'IA, c'est à la fois un changement dans les pratiques des SEO et en même temps, c'est quelque chose d'imposé parce que ça arrive dans les moteurs de recherche. C'est un vrai challenge. Ce qui est intéressant, c'est que ça change beaucoup de choses et puis au final, ça change pas beaucoup de choses. C'est ce qu'on évoquait à l'instant et donc on espère pouvoir vous apporter cette prospective parce que c'est un peu l'enjeu du festival aussi aujourd'hui, c'est de penser à qu'est-ce qu'on fait demain. Et du coup, on va essayer de vous apporter quelques clés de lecture pour que demain, en entreprise, vous ayez aussi cette possibilité de vous dire comment est-ce que moi, je peux tacler ce sujet-là en tant que spécialiste du marketing dans mon entreprise et à mon niveau. On va parler surtout d'IA générative, quand même à titre d'information, qui a déjà fait de l'IA générative, qui a utilisé ChatGPT en gros. Bon, c'est bien ce qui me semblait, beaucoup de monde, donc vous avez quand même une assez bonne idée déjà du contexte général. On n'a pas forcément besoin de rentrer trop dans les détails de comment ça marche, on va plutôt voir les impacts. Mais avant de commencer à vraiment voir les impacts, on a envie de rappeler quelques petites choses quand même pour mettre en contexte, c'est quand même utile. Notamment l'IA, j'ai dit que c'était à plusieurs endroits qu'on le trouvait, dans nos pratiques, ok, on va voir ça après. Mais on le voit dans les moteurs de recherche, et même au-delà des moteurs de recherche. On l'a vu dans ChatGPT, ok. On le voit aussi maintenant dans les navigateurs web, comme Arc, qui, au lieu de donner des pages de résultats, il réécrit une page dédiée. On le voit dans Google, très fortement. Je ne sais pas si vous avez bien suivi depuis quelques temps. Aux États-Unis a été déployée une fonctionnalité d'IA dans Google qui affiche des blogs qui sont vraiment générés à la volée. Et depuis quelques semaines maintenant, ça a été déployé, débrayé pour tout le monde aux USA. Et on ne sait pas quand ça va arriver en Europe. Il paraît que c'est courant 2024, on ne sait pas encore quand. Et la chance qu'on a, c'est qu'en Europe, il y a plein de problématiques liées au droit qui fait qu'ils sont un peu frileux pour l'instant. Et donc on a le temps de regarder comment ça se passe aux US et voir comment on va devoir s'adapter. Pour en revenir à ce que tu disais là justement sur AI Overview, c'est le nom, AIO, c'est un acronyme qu'on risque un peu d'utiliser aujourd'hui, donc voilà pour que vous sachiez. C'est une vraie évolution. En fait, historiquement, ils avaient annoncé SGE, Search Generative Experience, qui était accessible que sur un compte spécifique en bêta sur lequel il fallait se connecter et du coup nous en tant que pauvres petits français on n'y a pas accès. Aujourd'hui ils ont passé encore un cran au-dessus, c'est quelque chose qui est accessible pour tous les utilisateurs aux États-Unis, donc on peut imaginer que du coup prochainement en effet ça arrive aussi dans d'autres pays. Ouais. Oui. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir comment c'était, à quoi ça ressemblait. Qui dans la salle a déjà vu l'IA Overview chez Google ? Il y a peu de mains, parce que évidemment, c'est pas possible de le voir en France. Donc tout de suite, petit tips, prenez un VPN situé aux États-Unis et allez vous connecter à Google une fois connecté au VPN en créant un compte sur Google US et vous aurez accès à tout ça. C'est hyper important d'aller voir parce que littéralement, sur les requêtes où ça apparaît, ça prend le top 10 et ça le réécrit en mettant une box un peu comme la position 0. Donc littéralement, ça enlève le clic sur votre site en donnant l'information directement. Ouais. On pourra parler un peu de la première étude, enfin en tout cas que moi j'ai trouvé un peu plus tard, mais c'est une parfaite transition justement pour parler peut-être du leak Google qui a eu lieu cette semaine. Oui, on peut en parler. C'était cette semaine ou la semaine dernière ? La semaine dernière. Peu importe. C'est la semaine dernière. Qui est au courant du leak Google ? Donc la semaine dernière, quelqu'un s'est rendu compte qu'il y avait de la doc en ligne qui était apparue sur un GitHub, je crois. C'est GitHub, tout à fait. C'est ça. Et dessus, il y a 17 millions d'attributs et environ 2500 documents. C'est de la doc, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas exactement ce que font les fonctions, mais il y a des noms de fonctions, il y a des noms d'attributs qui évoquent des choses qui sont dans le moteur de recherche, qui sont dans les ads, qui sont sur Google Maps, etc. Et donc, ils donnent des vraies indications sur ce que pourrait faire le moteur. C'est pas le code du moteur, c'est sans doute plutôt un repository où il y a des fonctions, comme dans certaines boîtes, vous faites des fonctionnalités, vous les mettez à disposition de tous les développeurs, et puis ils en font un peu ce qu'ils veulent, ils expérimentent. Ouais. C'est hyper intéressant. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont passé un peu de temps à lire des articles. Il y a 2 super articles, notamment à aujourd'hui, qui ont été publiés. L'un, le premier de Rand Fishkin,
qui a vraiment été à l'origine de la publication de toutes ces révélations qui sont assez énormes. Et ce que ça nous a appris aujourd'hui, c'est que Google ment, du coup, énormément. Google a énormément menti. Je vais prendre un exemple tout bête. Pendant longtemps, il disait les clics des utilisateurs, on ne les prend pas en compte pour reclasser les sites. Google Chrome, on s'en sert pas vraiment pour voir les stats utilisateurs. Il y a des fonctionnalités qui renvoient des informations qui permettent d'avoir ces infos-là. Donc notamment pour les clics utilisateurs, c'est un truc qui s'appelle NavBoost. Ouais. Et donc littéralement, ils ont une fonction qui permet de faire ça. On ne sait pas si c'est dans le moteur de recherche, mais bon, on sait comment ça marche. S'il y a la possibilité de faire un truc, généralement, on l'utilise. J'ai analysé moi justement un peu cet aspect d'impact du clic, et en fait il y a des fonctions différentes. Il y a une notion de bon clic et de mauvais clic, et il y a une notion de clic long de qualité et clic court de qualité aussi. Et donc tous ces éléments-là en fait peuvent vous permettre aussi à vous demain d'améliorer l'expérience utilisateur qu'ont les personnes qui arrivent sur votre site depuis Google, en vous permettant de vous dire si je suis capable d'engager de façon plus qualitative l'utilisateur, alors je risque d'avoir un boost aussi dans mon classement. Alors, c'est pas le seul, bien évidemment, puisqu'il y a quoi, 2500, je crois. Il y en a 2500 pages. Ouais. Après, tout ne concerne pas le moteur de recherche. Ouais, voilà, ça. Donc forcément, voilà, c'est un des facteurs, mais c'est un facteur intéressant parce que, comme le disait Guillaume, jusqu'à présent, Google nous disait que l'expérience on-site n'avait aucun impact, mais en fait, on se rend compte que Chrome récupère de la data, que Analytics aussi sert à ces fins-là. Donc beaucoup d'apprentissage assez intéressant. Donc voilà, ce qu'on peut retenir du coup, c'est de ne pas écouter ce que dit Google. Et que peut-être, je vais avoir une phrase un peu choc, mais est-ce que le trafic, ce ne serait pas les nouveaux backlinks ? Oui, en tant que SEO en pratique, ces derniers mois, on a constaté qu'effectivement, si on faisait du trafic via Chrome, les backlinks marchaient mieux, ce qu'on faisait. Donc il y a une vraie pratique qui s'est mise en place. Et là, on a vu dans le leak qu'il y a un truc qui correspond. On fait on avait bien deviné, et puis voilà. Voilà, donc il y a des pratiques pas très propres qui visent justement à acheter du trafic en ce moment pour faire ranker des pages. Alors à partir du moment où vous arrêtez d'acheter ce trafic-là, forcément la page, ça casse la gueule. Mais bon, ça peut être intéressant à tester sur certaines choses. Ouais. Oui, avant de parler plus du SEO, j'ai envie de rebondir un peu sur ce que tu dis. Il y a des techniques un peu malpropres. Ouais, tout à fait. Moi, je fais du SEO depuis longtemps. J'ai vu un peu tout. Pour ceux qui sont peut-être moins au courant, il y a du SEO très propre. Vous avez un site qualitatif, vous le référencez, il le mérite, tout va bien, vous faites des beaux contenus, c'est bien. Il y a aussi une grosse partie du business du SEO qui a un petit peu des valeurs un peu spéciales, qui consiste à faire beaucoup de contenu prêt à être jeté, faire beaucoup de pages prêts à être jetées, des sites prêts à être jetés, et améliorer du ranking de sites qui ne le méritent pas. Ouais. Je ne dis pas que c'est bien, surtout dans le cadre de ce festival, je trouve. C'est clair. C'est un petit peu dommage parce que littéralement on pourrit le web, on va pas se mentir. Mais il faut savoir que ça existe et on va pouvoir rebondir sur ça, les cas d'usage pour l'utilisation de l'IA, parce que vous imaginez bien que si on peut industrialiser des choses, on va aussi pouvoir industrialiser l'usine à faire n'importe quoi. Le bon et le mauvais. C'est le propre de la technologie d'ailleurs, puisque on le met entre les mains de l'être humain et après l'être humain l'utilise à son propre cas d'usage. Ouais. Du coup, en termes de cas d'usage, à quoi est-ce que tu penses, Guillaume ? Moi, j'ai des cas d'usage assez pratiques. J'ai même fait une liste, histoire d'essayer de ne pas oublier les principaux. On parle surtout de l'IA générative. Donc là, les cas d'usage reposent beaucoup sur des choses où on va générer des trucs. Parce que par contre, de l'IA en général, du machine learning plus classique, ça on en utilise depuis très longtemps pour faire des audits, tout ça. Mais là, c'est pas le cas. Là, on veut vraiment faire du génératif. Donc je vais me limiter plutôt au cas génératif. Et globalement, on peut faire tout ce qui est stratégie de contenu. Par exemple, sur de l'analyse concurrentielle en SEO, on fait on tape les requêtes qui nous intéressent dans Google, on utilise une IA générative pour lui demander d'analyser les contenus et on lui demande, vas-y, donne-moi des infos sur tel concurrent, compare-le à tel autre concurrent. Et comme ça, on arrive par exemple à... Je vais donner un exemple. Vous avez deux boîtes, vous voulez faire une analyse comparative sur le web. Vous tapez des mots-clés sur lesquels sont positionnés chaque boîte, vous regardez les questions qui se positionnent, donc les PA dans la SERP, et vous savez un petit peu comme ça quel périmètre chaque marque adresse
et ça vous donne comme ça une analyse concurrentielle qui est plus que juste l'analyse concurrentielle de positionnement. C'est une analyse concurrentielle de ce que les gens cherchent sur Google pour cette marque et ce qu'ils arrivent à adresser. Et comme ça, on peut se rendre compte que dans des business identiques, finalement, il y a des boîtes qui, certaines vont se positionner sur des choses plus luxe ou des choses plus cheap, ou voilà, il y a des segments qui vont se détacher. Ça va permettre comme ça de voir. Et ça change un peu de l'analyse traditionnelle où on se contente des mots-clés et on voit juste sur quoi les gens sont positionnés. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui à l'ère de l'IA, mais c'est déjà existant depuis quelques temps, c'est cette perception que Google, par exemple, doit avoir de l'activité de notre entreprise et qui passe par la compréhension du contenu présent sur les sites des marques. Moi, j'ai participé à une conférence en début d'année avec Baptiste Guiraud, qui est un rédacteur web hyper calé, notamment en prompting. Et il nous expliquait que lui, il avait un prompt de 1700 mots pour bien cadrer justement l'IA générative dans la génération de contenu. Il venait le nourrir avec Your Text Guru d'ailleurs, justement de la structure sémantique de l'article qu'il souhaitait rédiger, pour éviter aussi ce problème de contenu 100% généré par l'IA. Et donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des outils qui vous permettent de rentrer votre contenu avant de le publier live pour vous assurer qu'il ne soit pas perçu comme 100% IA generated, parce qu'en fait, on ne sait jamais trop quelle va être la suite de ces éléments-là aussi aujourd'hui par rapport à Google. Ouais, je vais rebondir sur deux choses. Le premier, tu as tout à fait raison, on se sert massivement de l'IA, donc littéralement de ChatGPT, que ce soit via l'interface ou via API, pour générer des contenus. En SEO, ça a été une révolution. Tous ceux qui faisaient des trucs hyper limites en allant acheter du texte pas cher à l'étranger offshore, pour pas le payer cher parce que c'était littéralement pour pourrir le web, bah maintenant ça leur coûte 100 fois moins cher et ils n'utilisent plus de personnes qui écrivent, c'est l'IA qui écrit. Donc voilà, déjà, on l'utilise massivement. Ouais. On peut aussi l'utiliser beaucoup mieux quand on rédige. On peut littéralement taper un texte classique et demander à l'IA de compléter, de dire qu'est-ce qui manque dans mon texte, comment je peux l'enrichir, corrige-moi les fautes d'orthographe, réécris-le de façon dans une certaine tonalité, etc. On peut faire des choses très propres, mais on peut aussi faire des choses hyper malpropres. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'était... voilà, j'ai fait trop long. Okay, c'est pas grave. Ça me reviendra peut-être, c'est pas grave. Donc la rédaction, très bien. Je pense qu'il y a, si on s'intéresse au métier du SEO aussi, il y a cet enjeu de parcellisation un peu du travail, puisqu'en fait Google a sorti AI Overview, c'est une qualité hyper médiocre. Je ne sais pas si vous avez vu passer quelques exemples sur Google récemment, mais il a conseillé à une personne de mettre de la glu pour se soigner, je crois, quelque chose comme ça. C'est de la glu. En fait, il y a une grosse problématique apparemment en cuisine qui est quand on fait une pizza, que le fromage accroche à la pâte. Et donc, le conseil était de mettre de la glu pour le faire. Mais ça s'expliquait. C'est parce qu'en fait, il y a un forum Reddit où quelqu'un a fait une blague. Sauf que Google le prend pour argent comptant et dit bah ok, il faut donc faire ça. Alors, donc le modèle est vraiment pas à jour et pas mature, mais en fait, ils sont tellement poussés, à mon avis, par les actionnaires et aussi par ce que fait ChatGPT à côté, que en fait, ils sont obligés d'aller vite en prod. Alors bon, c'est pas plus mal parce que ça permet d'itérer et peut-être d'améliorer plus rapidement que ce qu'ils ne faisaient par le passé. Mais c'est dangereux pour eux parce que moi, je le vois beaucoup aujourd'hui sur mon site. J'ai un nouveau referral qui est arrivé depuis le début de l'année, c'est chatgpt.openai.com. Est-ce qu'il y a des gens qui voient ça aussi sur leur site web, du trafic depuis ChatGPT? Non. Pas trop. Ok. Ah, ça risque de devenir plus en plus fréquent et d'ailleurs ça risque d'être un véritable enjeu. C'est un petit peu ok, les gens on sait se positionner dans Google, on va dire on sait. Il y a l'IA, on ne sait pas trop comment être dedans, mais même dans les autres moteurs IA comme ChatGPT, comment on fait pour être dedans? C'est une vraie interrogation. Et là, il va y avoir un boulot, il va falloir un petit peu agrandir le spectre du SEO, parce que le SEO, c'est être visible dans le moteur de recherche, ok. Mais en fait, c'est être visible dans la recherche en général, c'est être visible dans TikTok, c'est être visible dans ChatGPT, c'est être visible partout. Il va vraiment falloir élargir le spectre. Je ne vois pas comment on va faire autrement. Comment est-ce qu'on peut essayer d'anticiper ça, Guillaume? Est-ce que tu as des pistes un peu à partager? Comment on fait ça? Actuellement, ceux qui font des tests sur ça, en fait, littéralement tapent les requêtes qui les intéressent, par exemple dans ChatGPT, regardent les sites qui sortent, et essayent après, en faisant des recherches dans Google, de savoir
d'où est-ce que les infos qui sont affichées sont sorties, et ils essayent de pouvoir éditer le contenu ou compléter le contenu, etc., pour se mettre à la place. De façon plus générale, en fait, il faut devenir une vraie marque au sens propre, il faut être un vrai site de confiance, d'autorité pour espérer les sortir. Ouais. Et donc, quelque part, c'est bien pour les gens qui font du marketing. Pour les gens qui faisaient du SEO très technique, c'est moins bien. Ouais. Moi, je peux parler de mon propre travail du coup, que je mène. Et donc, on parle de ChatGPT, mais il y a tous les autres aussi. Hein. Il y a les Hugging Face, il y a justement les Mistral AI, et ce genre de choses qui sont aussi qui commencent à prendre des parts de marché. Et c'est d'autant de modèles à comprendre que de trafic potentiel à générer vers votre business. Et ils ont quelque chose en commun quand même, tous ces modèles, c'est qu'ils se servent de bases de données du web pour notamment nourrir leur corpus et s'entraîner dessus. Et donc ce que vous pouvez faire, et c'est ce qu'a dit en fait Guillaume, c'est tout simplement renforcer les mentions de votre marque dans des corpus de texte en lien avec votre activité. Moi, comment est-ce que je le fais au jour le jour dans une logique facile à faire? C'est de travailler sur Quora, sur Reddit, sur Stack Overflow aussi, parce que en fait, ce sont des communautés sur lesquelles Google a confiance. Actuellement, en tout cas, il y a eu un vrai regain d'intérêt de Google pour ces plateformes-là. Et donc, aujourd'hui, ça génère du trafic et ça permet aussi, du coup, en plus de tout le travail qu'on a mené à côté, de faire partie des citations, justement, de ChatGPT et de tous les autres aussi. Ouais. Oui, il y a Quora, tout ça. Si vous êtes prêt à investir plus, prenez un article dans un journal. Je dis investir plus parce qu'il faut faire des RP et que souvent, quand on est pur SEO, les RP, on n'aime pas trop en faire. Mais peut-être dans la salle, vous êtes plus à l'aise avec ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vaut le coup, du coup, de faire des campagnes de RP parce qu'il y aura un retentissement sur le côté IA derrière. En revanche, la valeur du backlink dans ces liens est proche de zéro. Alors, oui et non. Le dernier leak Google a l'air de montrer qu'il y a une prime sur les liens qui sont faits sur les journaux, sur les sites de confiance. Mais attention, on parle des journaux, sur les vrais articles des journaux. Souvent sur les sites de journaux, en fait, il y a le vrai journal et à côté, il y a un sous-domaine où ils vendent des articles qui n'est pas géré par des journalistes. C'est ceux qui vous contactent en vous disant « Ah, on aimerait bien parler de vous » et puis une fois que vous avez parlé 5 minutes, on vous dit « Ça est 1 500 €. » C'est ceux-là. Et donc, tout le monde est épanoui. Ces liens-là ne sont pas terribles. Voilà. Okay. Pour se recentrer un peu sur notre aspect SEO, qu'est-ce que tu voyais toi à suivre là, Guillaume? Après, en fait, voilà, ça sert à générer plus. Après, ce qu'on peut faire de plus, moi, ce que je vois, c'est vraiment du côté plus quand on est en agence ou qu'on fait son SEO soi-même ou qu'on fait du consulting. Ouais. C'est-à-dire, vous avez, si vous interrogez ChatGPT actuellement et vous lui dites fais-moi ma stratégie de contenu ou va voir telle page, fais-moi une analyse SEO, ce qui va vous sortir, ça va être nul. Voilà. Il va vous sortir un truc qui a l'air top, mais un expert SEO va vous dire c'est absolument nul. Ouais. Il ne sait pas faire. Donc attention, ne faites pas confiance au LLM pour générer des choses. Ça aura l'air bien, mais ce n'est pas bien. Et donc pour corriger ça, ce que commencent à faire des agences SEO, en fait, c'est qu'ils prennent les LLM et derrière, ils rajoutent une couche qu'on appelle du RAG ou du graph RAG. Globalement, il y a une base de données à côté où il y a des vraies datas qu'eux, ils ont choisies. Par exemple, ça va être un livre de SEO, ça va être les bonnes pratiques de la société. Ils mettent ça dans une table. Et ce que va faire le moteur de recherche, donc là, ça ne sera pas de ChatGPT, ce sera un autre, mais ce n'est pas grave, on va dire que c'est ChatGPT. ChatGPT, on va lui poser une question, il va aller chercher dans la base de données ce qui sera les documents qui sont susceptibles de répondre, et il va faire une réponse à partir de ça en enrichissant le prompt, ce qui va faire que la réponse va être meilleure, de meilleure qualité. Puis après, on peut aller encore plus loin en faisant du graph RAG, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une base de données, on a un knowledge graph derrière, et donc on voit en plus les relations entre les documents, et donc le résultat est encore meilleur, mais c'est juste pour citer le nom si ça vous intéresse, graph RAG. Voilà. C'est vrai qu'on parle souvent de génération de contenu, mais on ne parle pas souvent aussi d'augmentation des équipes, et notamment de ce support interne que peut avoir l'IA. Nous, je sais que chez Crisp, on a un bot qui est entraîné sur l'ensemble des contenus de notre entreprise et qui permet aux équipes de support de demander à l'IA quand nous, on n'est pas disponible,
de l'aider à répondre à une question d'un de nos clients qui est un peu complexe et auquel en fait il ou elle n'aurait pas la réponse. Donc ça c'est des sujets aussi qu'on pourrait longuement aborder et qui sont à mon avis hyper pertinents. Pour partager moi un cas d'usage de l'IA que j'ai à aujourd'hui en entreprise. Nous, chez Crisp, on est sur un marché hyper concurrentiel. Et comme nous, on est des challengers, on a des pages de comparaison avec nos concurrents. Beaucoup. C'est des trucs qui sont très puissants en termes de visibilité et d'acquisition de trafic chaud. La seconde étape de ce travail que j'ai mené, c'est de comparer mes concurrents entre eux, parce que c'était le meilleur moyen de faire de la notoriété gratuite. Parce qu'en fait, tout le monde connaît mes concurrents qui sont les leaders, mais personne ne connaît Crisp. Et l'idée, c'est d'arriver dans le parcours d'achat à un moment où ces utilisateurs-là sont à la recherche d'informations sur mes concurrents, mais ne me connaissent pas. Et donc, pourquoi est-ce que je parle d'IA? Parce qu'actuellement, en fait, moi, je suis en train de scraper des sites de review de mes concurrents. Je ne sais pas si vous connaissez G2 ou Capterra, par exemple. G2 ou Capterra, c'est le Trustpilot, enfin, c'est le TripAdvisor du B2B. En gros, si tu veux avoir des avis aux États-Unis, par exemple, sur tel ou tel logiciel, tu vas sur G2 et publiquement, tu as des avis, les pour, les contre, des bonnes notes, des moins bonnes notes. C'est un peu comme quand tu vas choisir ton restaurant sur Google Review. Et donc, pour créer du contenu qualitatif et contenant en fait de vraies informations autres que celles sur lesquelles moi je me base, qui sont hyper factuelles bien évidemment, et ben en fait, on scrape ce contenu, on le pousse dans ChatGPT, on lui demande, à partir de l'ensemble des reviews récupérées sur les pages publiques de mes concurrents, de générer du contenu qui va dire, bah voilà, les top 5 des raisons pour lesquelles les gens aiment ce concurrent, VS, le top 5 des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas ce concurrent. Et on a un genre de SWOT. Ouais, exactement. Et on intègre ça après aux pages de comparaison, ce qui permet de créer du contenu unique. Et l'idée étant en fait de le faire un peu à l'ancienne comme expression, mais spinning, où en fait on va créer des versions différentes de chacun de ces contenus-là à l'échelle, et le tout traduit dans 11 langues différentes. Ça doit bien marcher. Écoute, c'est en plein test, donc pour le moment je ne suis pas capable de vous donner les résultats, mais c'est pour vous donner un peu des idées aussi d'usage et de choses qu'il est possible de faire avec un petit peu de jus de cerveau et de ressources techniques. Ouais. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on close bientôt. Ouais, c'est terrible. Est-ce qu'on peut... Moi j'ai un truc, j'aimerais bien parler de l'étude que j'ai abordée avec toi tout à l'heure. Il y a une étude qui vient de sortir sur l'impact de AI Overview aux États-Unis. C'est Kevin Indig qui l'a sortie, elle est accessible publiquement, donc je vous invite à aller suivre d'ailleurs ce SEO. Il est hyper quali, il a une newsletter en anglais. Et en fait, il a sorti une des toutes premières études. Il a analysé 1692 mots-clés sur la verticale de la santé. Et donc en fait, il a analysé ça avec un logiciel qui s'appelle ZipTie. Et donc ZIPTIE, c'est accessible gratuitement aussi. Moi je l'ai testé hier soir, j'en parlais avec Guillaume. A priori ils se sont fait un peu défoncer, donc ça marche pas trop actuellement. Peut-être que d'ici une semaine ils auront de nouveau du budget pour pouvoir crawler Google et récupérer la data. Mais il y a des enseignements assez intéressants, des premiers enseignements. Sur 1600 mots-clés qu'il a traqués, il y en a 42% qui ont affiché l'AIO, donc AI Overview, donc un peu moins de 50%. Donc c'est pas sur toutes les requêtes déjà, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et en termes de corrélation, il y a une très forte corrélation d'affichage de l'AIO avec des requêtes sur lesquelles on retrouve aussi le PAA, donc People Also Ask, les forums de discussion Quora, Reddit, mais également aussi un troisième qui est les featured snippets. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que si vous voulez travailler sur ces sujets-là, commencez peut-être par regarder quelles sont les requêtes sur lesquelles vous avez déjà potentiellement soit des PAA, soit des featured snippets, soit des discussions et forums. Ouais. Oui, allez vraiment voir l'IA Overview parce que ça se trouve, vous êtes dans un business où il n'y a pas de résultat IA et donc il n'y a rien à changer. Si c'est le cas, il va falloir faire autrement. Juste pour finir, une dernière chose importante, si jamais vous avez des difficultés à être bien ranké, il y a une façon quand même de ne pas trop perdre de trafic,
c'est littéralement d'investir dans les ads. Et ce qui risque de se passer, c'est que les gens vont sûrement délaisser les budgets SEO pour mettre des budgets SIA. Exactement, ouais. Il y a des enjeux aussi, de contrer ça. La vidéo, aujourd'hui, Google ne peut pas la générer pour vous, donc investissez aussi peut-être lourdement en vidéo. Et enfin, c'est ce que je disais en ouverture, l'étude en question montre que dans 100% des cas, enfin, il y a une très très forte corrélation, 0,91, donc c'est quand même assez puissant. C'est le top 10 des résultats de la requête qui sont utilisés pour générer l'AI Overview. Donc en fait, si vous n'êtes pas dans le top 10, ça ne sert à rien d'essayer de faire de l'AI Overview. Concentrez-vous sur votre capacité à monter dans les résultats des moteurs de recherche et donc à faire du référencement un peu old school pour ensuite, après, pouvoir travailler sur l'AI Overview. Ouais. Voilà. Nous allons nous arrêter là. On me fait des grands signes en régie. Merci beaucoup. Merci.